Je te crois, je te protège. Merci Jodie Coste, merci de ta présence. Et maintenant sur le thème de l'inceste, je vais appeler Katia et Isa de Soutien Civise. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Soutien Civise? Allô, allô? Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux enfants en premier lieu. On vient vous parler de la gestion des violences sexuelles sur les enfants en France. Alors notre collectif Soutien Civise, il a été créé en novembre 2023 et c'est un collectif de survivants, de survivantes, de citoyennes, citoyens pour faire connaître et vivre l'héritage de la Civise historique qui est, vous le savez certainement, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui avait été mise en place à l'époque par Emmanuel Macron en 2021. Et son élan a été brisé net après l'éviction brutale du juge en novembre 2023, juge qu'il avait co-présidé. Et donc ça a mené à l'annonce d'un changement de feuille de route, comme ils ont dit, qui a entraîné la démission de nombreux membres. Alors depuis qu'on a fondé Soutien Civise, voici un an, à la manifestation enfantiste, on a connu 3 ministres différents, enfin connus. Charlotte Cobel, qui a ourdi un plan pour évincer Édouard Durand. Ensuite, Sarah El Haïry, rapide comme l'éclair en tant que secrétaire d'État. Et depuis le remaniement, nous avons... Personne ne la connaît. Agnès Canaillet, qui est, attention, ministre déléguée chargée de la famille et de la petite enfance. Waouh! Et après une vacance de poste, elle doit reprendre une fois de plus tous les dossiers. Que font-ils toute la journée? Ils s'agitent dans le vide pour masquer leur inaction guidée par une seule et unique idée, ne pas dépenser 1 euro de plus pour la protection des enfants. Alors la Civise existe toujours, on l'appelle la Civise 3 et il y a eu une présentation de ces travaux après de longs mois de rien du tout et donc lors de la présentation lunaire du colloque des travaux de la Civise 3 en octobre dernier, nous avons constaté l'absence totale de perspective, la déconnexion des besoins réels des enfants et des victimes dans leur parcours de soins et de prévention et leur parcours judiciaire. Donc on a trouvé qu'il y avait plutôt un mépris pour les témoins de la Civise et leur savoir expérientiel qui est le seul qui permet d'aller droit au but plutôt que d'inventer des groupes, alors groupes de jeunes, groupes de je sais pas quoi, on n'a rien compris parce que de toute façon ils ne savent pas eux-mêmes et avec des dispositions qui font un écran de fumée et ne mènent nulle part. Et la Civise 3, de toute manière, sa feuille de route, eh bien, elle connaît un terme en 2025, alors que dans le rapport de la Civise initiale, eh bien, nous demandions une commission pérenne. Alors il ne faut pas se leurrer, Emmanuel Macron, ouais, celui qui a dit « vous ne serez plus jamais seul », où est-il aujourd'hui? Il a fait un coup de com' pour répondre à peu de frais à l'indignation soulevée après la parution du livre de Camille Kouchner, La Famiglia Grande. Alors la Civise, cette fameuse Civise, la vraie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en lumière l'ampleur du fléau. Et ils l'ont surtout quantifié, analysé et trouvé des solutions. Pourtant, une fois que ce travail a été fait, l'urgence, ça a été quoi? Ça a été de reculer et de tuer le messager. Parce qu'en effet, on le sait, et ça a été dit par plusieurs personnes ici, pour établir cette culture de la protection, tous les leviers doivent être activés. Justice, police, santé, éducation. Or, qu'est-ce qui se passe? La séquence des événements montre que ce qui a été organisé, c'est l'immobilisme. Et oui, alors aujourd'hui, nous refusons qu'une fois de plus, le déni massif l'emporte et recouvre la parole des victimes qui cherchent à la faire entendre et les actes salutaires à accomplir. Mais cette fois, le changement, depuis la Civise, c'est que nous sommes réunis et nous fondons cette société civise, si j'ose dire, et les témoins refusent d'être objectivés dans des discours creux. La police arrive. Et faussement empathique qui n'appelle aucune prise de décision. Alors la ministre que vous ne connaissez pas, Agnès Canaillet, elle parle pourtant, elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, elle dit des choses. On va rappeler son discours le 12 novembre dernier.
Notre engagement sera total pour faire prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et apporter des solutions concrètes en matière de détection et de signalement. Fermez les guillemets. Elle a quand même dit ça. Or, où est le dépistage, le fameux dépistage demandé par la Civis des 2 ou 3 enfants par classe victimes de violences sexuelles? Il est où? Tu reprends. Où sont les juges formés qui tranchent en faveur de la protection de l'enfance au lieu de désenfanter les mères comme on a pu le voir encore aujourd'hui? Où est la protection des médecins, professionnels de santé, de l'éducation aux avant-postes pour dénoncer ces violences? Où sont les protocoles des établissements scolaires dans le cas d'une suspicion de violence sexuelle qui préviendraient les parents et protégeraient les enfants? Où sont les enquêteurs de la cybercriminalité? En 2023, ils ne sont que 35, oui, vous ne rêvez pas, 35 enquêteurs face à 318 000 signalements de contenu web pédocriminel. 35, c'est la honte. Alors que la France est, selon les années, entre le 2e et le 5e hébergeur européen de contenu pédocriminel. Vas-y, continue. Alors, on va encore reciter cette ministre, parce qu'elle ne dit pas que la phrase qu'on vous a citée qui nous fait rire. Elle dit aussi « Protéger les enfants est une priorité absolue du gouvernement, conforme aux engagements internationaux de la France. » Quelle est cette blague? Notre pays a été interpellé par l'ONU en janvier dernier sur la maltraitance des mères protectrices et de leurs enfants. Plutôt que de faire évoluer la loi, il est plus commode d'enterrer les préconisations qui auraient évidemment contribué à faire reculer cette catastrophe et ce drame. Mais nous sommes là! Et on est tous ensemble aujourd'hui, on se mobilise et nous continuerons inlassablement aux côtés d'autres associations et collectifs comme les Enfantis qui organisent cette magnifique mobilisation aujourd'hui. Merci. Comme Move Enfant, comme Protéger l'enfant et bien d'autres évidemment qui étaient là aujourd'hui à exiger la mise en place d'une véritable politique publique pour protéger les enfants et défendre les victimes. Une politique publique dont la doctrine et la feuille de route soient celles du rapport et des 82 préconisations rendues en novembre dernier. Voilà un an déjà, que de temps irrémédiablement perdu. Une politique publique adossée au savoir expérientiel des victimes et survivantes, portée par une gouvernance légitime, engagée et incarnée par des personnes de confiance à la probité indiscutable. Une politique, enfin, dont une Civis pérenne soit la garante. Nous sommes lassés, fatigués du déni et de mépris que nous réservent les politiques. On est lassés, mais alors on n'est pas fatigués et on n'est pas découragés, bien au contraire. On n'est pas des fans d'un célèbre magistrat dépeint en gourou ou en idole. On n'est pas des fous furieux, on n'est pas des poulets sans tête. Ce qu'on demande, c'est légitime, réaliste, urgent et surtout c'est indispensable et nous y arriverons. Avec vous, nous y arriverons. Tous et toutes, évidemment ici, mais tous et toutes partout, nous sommes concernés quand il suffit de tendre le bras pour toucher une victime ou un de ses proches. 160 000 enfants par an, jusqu'à quand ce décompte insupportable qui défie notre humanité? Exactement. Notre silence, nos atermoiements feraient de nous des complices. Jamais, jamais nous ne nous tairons, jamais nous n'abdiquerons ensemble avec vous. Merci et merci au collectif Enfantis. Merci beaucoup. Et on a un témoignage de quelqu'un qui fait partie du collectif Soutien Civis, qui est Vanina. Vanina. Bonjour. Alors moi j'ai assisté à toutes les rencontres et colloques parisiens de la Civis historique, évoqués par mes camarades. Et j'ai eu l'immense bonheur d'être auditionnée au ministère le 18 octobre 1922. Peu de temps avant cette audition, je lisais un livre d'Édouard Durand dans lequel il explique comment le seul moment où il quitte sa chaise de derrière son bureau de juge et le contourne pour aller parler à un enfant, c'est lorsqu'il y a un bébé dans son couffin, car il tient à aller se placer à sa hauteur pour communiquer avec lui. Je suis un enfant, un ancien bébé dans son couffin, qui n'a pas rencontré de juge bienveillant.
un bébé dans son couffin, réduit à l'état d'objet de désir, non considéré, abusé, humilié, perpétuellement nié dans son être. La première période d'abus par mon père a commencé sur la table allongée et s'est dérivée. Devenue une grande sœur protectrice, j'ai tout fait pour, au moins, sauver mon petit frère, né d'un second mariage, et dont la mère est morte alors qu'il n'avait que 10 mois. Nous nous sommes pris dans la figure un cuisant classement sans suite, jugement qui a redoré le blason de l'agresseur, qui en a profité pour parader, puis qui s'en est servi pour justifier l'exclusion, la disgrâce, loin de la famille. J'étais une menteuse. Même la justice l'avait dit. Mon pas si bon avocat que ça ne m'a alors pas expliqué que la majorité des cas étaient classés sans suite. Tout était de ma faute. J'en ai pris pour encore 20 ans d'affres douloureux et très handicapants. Peu de temps avant mon audition, donc, je me suis surprise à penser que ce juge était décidément tellement à la bonne place qu'il était trop bien pour moi, que même lui, il n'allait pas m'entendre, car il ne sera pas présent. En quelque sorte, que je ne méritais même pas cela. Je n'ai pas été habituée à ce qu'un type ayant une autorité m'entende, me sécurise et me protège. Grâce à ma psy, j'ai malgré tout écrit mon désir d'être entendue par lui seul. Et le miracle a eu lieu. 15 jours plus tard, c'est Édouard Durand qui m'a tendu un paquet de mouchoirs dès mon entrée en pleurs dans son bureau. Édouard Durand qui a pris le temps d'entendre tout ce que j'étais venue déposer devant lui sans m'interrompre, dans mon temps à moi. Son regard est devenu le pilier auquel j'ai pu enfin m'accrocher. Lors de la remise du rapport de la Civis en novembre dernier, je tremblais de tout mon être. Je ne voulais pas croire que cette énergie de vie, cet espoir fou, allait s'éteindre pour nous toutes, les victimes d'hier et d'aujourd'hui. Les événements qui ont suivi ont confirmé nos craintes et j'ai sombré dans une dépression profonde. Puis, en janvier, ma psy qui m'accompagnait depuis 13 années, la seule de mes psys qui ait mesuré l'ampleur du traumatisme, la seule personne qui n'en jugeait pas les conséquences, ma psy est morte. Après 6 mois à tenter de trouver sans succès quelqu'un à sa hauteur, la solitude a de nouveau paralysé mon cerveau. Le 29 juin dernier, j'ai failli réussir mon suicide. J'ai passé l'été à tenter de remonter la pente. Petite, même sans l'analyser, j'étais persuadée que je serais la suicidée de ma génération. Il faut dire qu'il y a eu la mort de mon oncle paternel, Octave, qui s'est suicidé en 1983, à 44 ans, au gaz dans sa cuisine. Il y a eu aussi Victor, un oncle éloigné, qui lui s'est suicidé à 19 ans, en 1976, en se jetant du haut de Notre-Dame. Et aussi François, mon grand-oncle paternel, qui s'est suicidé à 47 ans, en 1952, en sautant de son balcon du 7e étage. Et depuis que je fais des recherches sur les conséquences de l'inceste dans ma famille depuis 10 générations, j'ai déjà fait la connaissance de Camille, mon arrière-grand-oncle, qui, j'en suis certaine désormais, s'est lui aussi suicidé en 1882, à la veille de ses 41 ans. À aucun de mes anniversaires, ma grand-mère ne m'a dit que son frère François était né comme moi un 2 juillet. Pourtant, elle a dû y penser, ne serait-ce qu'une fois.
Je ne savais même pas qu'elle avait un frère. François et Camille ont été effacés du récit familial. Plus rien, aucun document, aucune lettre, alors que j'ai des dizaines de milliers de documents des autres membres de notre famille. Toutes les archives familiales ont été préservées depuis des siècles, sauf lorsque la honte d'un acte qui révélait ce qui ne pouvait être dit, ni même pensé, devenait plus grande que les comportements qui avaient déclenché ce désespoir-là. Personne chez nous ne nommait la bipolarité de générations entières de cousins, cousines, oncles ou tantes. Personne, encore aujourd'hui, n'évoque celles et ceux qui ne peuvent toujours pas penser l'inceste, pour qui c'est encore si douloureux, qui ne peuvent plus nous voir, nous, leurs grandes sœurs, ou bien leurs frères, cousins, oncles, tantes. Physiquement, ils ne le peuvent plus. Chaque cellule de leur corps s'y refuse. Ils survivent dans un océan de signes qui ne peuvent pas encore prendre sens. On est tué parce que l'abus. On est tué parce qu'on ne nous croit pas. On est tué parce que leur honte. On est tué par leur silence. Et on est même tué après notre mort. Merci Vanina! Merci Vanina! Merci Soutien Civise. Rose va venir nous lire une revendication, une proposition de solution. Déclarer imprescriptibles les crimes sexuels sur les mineurs, 82 préconisations du rapport de la Civise. Rendre obligatoire la dénonciation des crimes sexuels sur mineurs et protéger les professionnels de l'éducation, de la petite enfance, de santé, du social, de justice qui signalent. Merci beaucoup. Ce témoignage était très lourd, très douloureux. Si des personnes dans le public souhaitent être accompagnées par une psychologue, vous pouvez vous diriger vers le secourisme. Vous pourrez discuter et être reçu. Merci beaucoup. Je te crois, je te protège.